TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 9, aussi appelé l'épisode Marcus Ericsson. Il s'agissait du numéro de course du pilote suédois entre 2014 et 2018. En 97 départs, Ericsson a inscrit 18 points et son meilleur résultat fut une 8e place au Grand Prix d'Australie 2015 avec Sauber. Il roule désormais en IndyCar avec Schmidt-Peterson Motorsport aux côtés du Torontois James Hinchcliffe et il a récolté son premier podium, une 2e place, dans la série nord-américaine lors de la course 2 du Grand Prix de Détroit au début du mois de juin. Au menu cette semaine, je discute du sujet chaud de la dernière semaine et qui continue de soulever les passions, les règlements 2021 de la Formule 1. Quoi, vous croyez que j'allais revenir sur l'incident du 48e tour du Grand Prix du Canada? Nah, vous avez tort. De toute façon, ça ne m'intéresse pas de revenir là-dessus. Il est temps de passer à autre chose. Outre ceci, il y a eu beaucoup de pourparlers concernant les règles pour la saison 2021 pendant le Grand Prix du Canada. Normalement présentées à la fin du mois de juin, les règles de l'accord Concorde le seront en octobre à la place. Il s'agira de la première ratification des règlements généraux sous les ordres de Liberty Media qui a pris la relève de Bernie Ecclestone fin 2016 à la barre de la Formula One Management, la compagnie régissant le côté commercial de la Formule 1. C'est un moment crucial pour l'avenir du sport en matière de finances et de compétitivité. Alors je vais vous expliquer pourquoi et expliquer un peu en détail certains points dans cet épisode. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ! Mais avant de parler du futur, je veux aller au passé, plus précisément au samedi 8 juin 2019. Pendant le Grand Prix du Canada, il y avait la 3e manche dans la W Series, ce championnat automobile 100% féminin. Elle se tenait sur le circuit de Misano, à 120 km de Bologne, en Italie. Rappelons qu'il s'agit d'une course de soutien à la DTM, le championnat allemand de voitures de tourisme. Forte de sa victoire à Zolder, la néerlandaise Bijtske Visser avait inscrit le meilleur temps des essais libres du vendredi. Cependant, elle ne put battre Fabienne Wolven du Liechtenstein, qui obtint la pole position. Jamie Chadwick, la meneuse au championnat, accompagnait Wolven sur la première ligne et Visser s'élançait de la 3e place. Wolven connut un départ compliqué, voyant non seulement Chadwick lui subtiliser le premier rang, mais Wolven s'accrocha avec la voiture de la Britannique Alice Powell. Cette dernière fut catapultée dans les airs avant de redescendre sur terre et dans un bac à gravier. Si Powell fut contraint à l'abandon, Fabienne Wolven continua son parcours. Après l'intervention de la voiture de sécurité, Jamie Chadwick garda le premier rang mais fut collé au derrière par Bijtske Visser. Visser resta à moins d'1 seconde de la Britannique mais n'était jamais en mesure de la dépasser avant la tombée du drapeau à damier. Chadwick mit donc la main sur sa 2e victoire de la saison devant Visser et Wolven, qui s'en tira de l'accrochage avec Alice Powell sans le moindre dommage, elle monta sur le podium. Quant à la Canadienne Megan Kilks, elle a terminé 17e. Au classement des pilotes, Chadwick accentue son avance en tête avec 68 points, Visser la suit avec 55 et l'Espagnole Marta Garcia est 3e, comptant 35 points en banque. La prochaine étape de la W Series aura lieu sur le populaire circuit urbain de Nürburgring en Allemagne les 5 et 6 juillet prochains.
Alors voilà, ça c'est ce qui complète le petit segment en route vers la Formule 1. Du passé, transportons-nous maintenant au futur. Durant la fin de semaine du Grand Prix du Canada, les 10 écuries et la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, ont tenu d'autres discussions concernant les règlements de la Formule 1 pour la saison 2021. Je dirais d'autres, car des réunions ont eu lieu depuis belle lurette, depuis des mois, voire même depuis plus d'1 an. Les accords Concorde, qui sont des documents ratifiés par les équipes régissant comment ce sport doit être dirigé en termes de droits commerciaux, se terminent le 31 décembre 2020. Selon le code sportif de la FIA, n'importe quel changement majeur de règles doit être entériné 18 mois avant l'entrée en vigueur des nouvelles lois. Donc si on fait le calcul, cela donne donc jusqu'au 30 juin pour se mettre d'accord sur la réglementation. En principe, ce serait le dimanche 30 juin qu'on aurait droit à l'officialisation des règlements de la saison 2021, n'est-ce pas? Eh ben, non. Lors d'une réunion exceptionnelle tenue dans les bureaux de la Fédé à Paris jeudi dernier, on a annoncé dans un communiqué conjoint de la Formula One Management et de la FIA que la présentation finale des règles a été reportée à la fin du mois d'octobre 2019. Un tel délai permettra de compléter et d'entériner plusieurs points concernant les règlements techniques et sportifs en plus de financiers pour 2021. Durant cette rencontre, on retrouvait les directeurs sportifs et techniques d'écurie, le fournisseur de pneus officiel jusqu'en 2023, Pirelli, ainsi que les directeurs de la GPDA, qui est l'association des pilotes de Formule 1, donc c'est-à-dire les représentants sont Lewis Hamilton et Nico Hülkenberg, qui étaient accompagnés du président de la GPDA, l'ex-pilote Alexander Vaux. Selon certains journalistes, Renault et McLaren seraient les deux seules écuries à s'opposer au report. Renault l'était car elle cherchait à ce que la FIA garantisse que le temps supplémentaire alloué soit une occasion en or pour que la Fédé et la FOM trouvent de meilleures solutions pour la saison 2021. En attendant la publication officielle, qu'on devrait recevoir probablement dans 6 mois, donc à la fin de l'année, lorsqu'il y aura le Conseil mondial qui aura lieu pour la dernière fois de l'année, voici ce qui pourrait changer en 2021 selon ce que rapporterait le site indépendant RaceFans. Il couvre 4 domaines importants. Le premier, il s'agit des règlements sportifs. Dans le domaine sportif, Liberty Media et la FIA poursuivent 2 objectifs. Le premier, c'est la réduction des coûts et l'autre, l'amélioration du spectacle en piste. Il y a 5 points importants à retenir. Le premier est que la fin de semaine de Grand Prix de Formule 1 débutera officiellement le vendredi et non le jeudi. Vous allez me dire, oui mais Abdou, ça commence déjà les vendredis avec les excès libres. C'est vrai, mais en même temps, officiellement, le week-end de Formule 1 débute le jeudi, avec la rencontre des médias, incluant la traditionnelle conférence de presse officielle avec quelques pilotes, et la découverte de la piste, qu'on appelle le track walk dans le jargon F1. La suppression de la journée du jeudi permettrait donc aux membres d'écurie d'arriver beaucoup plus tard sur le circuit, voire même un jour plus tard, et cela entraînerait aussi le décalage des essais libres du vendredi. Cela signifierait que les essais libres débuteraient respectivement à 13h et à 17h pour une durée de 90 minutes chaque. En même temps, cela pourrait forcer Liberty Media, je dis forcer, mais cela avantagerait Liberty Media à rajouter d'autres courses au calendrier, donc probablement dans leur objectif d'avoir 25 courses dans une saison, devrais-je dire, sans nécessairement fatiguer tout le personnel de la Formule 1.
En lien avec l'élimination de la journée du jeudi, le deuxième point serait que la règle du parc fermé devrait être opérationnelle dès le vendredi à la place du samedi. Le parc fermé est une zone dans laquelle les voitures vont être ramenées avant ou après la course sans que les bolides soient retouchés. Pour 2021, les voitures seraient inspectées avant de pouvoir effectuer leur premier tour de roue aux essais du vendredi. Si les écuries veulent tester de nouvelles pièces, elles pourront le faire après l'inspection. Cependant, les pièces justement expérimentées ne devront pas être utilisées en qualification et en course. Le troisième point, chaque écurie devra utiliser obligatoirement de jeunes pilotes au cours des essais du vendredi pendant un minimum de 2 week-ends de Grand Prix. Ces pilotes ne doivent pas compter plus que 2 courses d'expérience en Formule 1. Par exemple, comme on l'a vu lors du Grand Prix du Canada, le Torontois Nicolas Latifi serait le candidat parfait, étant donné que non seulement il n'a jamais participé à une épreuve de Formule 1, et il compte plus de 25 points sur sa super licence sur 3 saisons qui sont suffisants pour prendre part aux essais libres uniquement. Cela représenterait donc une occasion à ces jeunes pilotes d'acquérir de l'expérience au volant d'une Formule 1, ce qui est un peu l'équivalent d'un stage dans le domaine d'études que vous faites quand vous êtes soit au cégep ou à l'université, tout dépendamment du domaine où vous étudiez. Et c'est bien surtout que dès l'année prochaine, ça c'est la dernière nouvelle règle implantée en Formule 1 pour 2020, les recrues pourront obtenir des points bonus de super licence en participant aux essais libres d'un Grand Prix pour un total de 10 sur 3 ans. Une des conditions est de compléter un minimum de 100 km durant une séance. Par exemple, si vous roulez sur le circuit Gilles Villeneuve, dans le cas de Nicolas Latifi par exemple, il pourrait rouler une vingtaine ou une trentaine de tours lors des essais du vendredi matin, et cela leur donnera au moins une chance de marquer des points bonus dans la super licence. Ça va leur donner la chance de récolter un total de 40 points sur 3 saisons, incluant ceux qu'ils ont déjà amassés dans les championnats juniors et autres. Donc ça peut être par exemple en IndyCar, en Formule 2, dans le championnat du monde d'endurance, etc. Donc les 40 points sur 3 saisons seront nécessaires à l'obtention d'un volant dans le championnat du monde de Formule 1. Donc en 2021, les écuries qui ont des jeunes pilotes devront les utiliser de manière obligatoire pendant un minimum de 2 fins de semaine de Grand Prix. Quatrième point, les boîtes de vitesse vont être mises en commun pour la saison au lieu d'être utilisées pour un certain nombre de courses. Actuellement, un pilote doit rouler avec la même boîte lors d'un minimum de 6 épreuves consécutives. S'il ne tient pas le coup, il va avoir une pénalité pour la course suivante. Le but est de réduire les pénalités sans nécessairement augmenter les coûts de transport et surtout de production. Finalement, les essais pré-saison, qui sont généralement tenus avant le premier Grand Prix de la saison, donc en février et en mars, seront réduits de 8 à 6 jours. Donc, on aurait des blocs on aurait droit à 2 blocs de 3 journées chaque, au lieu de 4, comme ce fut le cas dans les dernières saisons. Encore là, c'est pour une question de réduction de coûts. Des règles sportives, passons maintenant au règlement technique. Sous la charge de Ross Brawn, plusieurs ex-ingénieurs de Formule 1, dont Pat Simmons, travaillent sur un prototype de monoplace qui produirait peu de turbulences, tout en y étant moins sensible, avec le concours de la FIA et des écuries. L'objectif est de dynamiser le spectacle en piste. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de dépassements et plus d'imprévisibilité. Et tout ça en conservant l'ADN de la Formule 1, parce que la Formule 1, on dit que c'est le phare de l'innovation et des performances en termes de course automobile, et que tout ce qui est utilisé en F1 peuvent servir
dans les voitures de tous les jours. Mais ça va être une tâche très compliquée. Dans les bureaux de Liberty Media de la FOM, un modèle de CFD, donc un modèle d'imagerie ordinateur, est actuellement à l'étude. Cela repose sur la conviction que le fond plat va être moins sensible aux turbulences que les ailerons. Donc, le prototype, qui est nommé India à l'interne, le fond plat a été agrandi et les ailerons légèrement raccourcis comparé à ce qu'on voit en 2019. Le plancher du bolide devrait recevoir 2 ouvertures largement dimensionnées et une sortie, donc le diffuseur, va être agrandi. 2 longs tunnels vont être créés, ce qui vont évoquer les bolides d'IndyCar et de Formule 1 avec le fameux effet de sol au début des années 80. Le fond plat pourrait être une pièce standardisée. Comme l'appui serait principalement produit par le fond plat, la surface des ailerons avant et arrière a été réduite en proportion. Par ailleurs, on a souvent justement entendu parler de standardisation des pièces au cours des derniers mois. En effet, la FOM et la FIA souhaitent imposer davantage de pièces standardisées à partir de 2021 pour réduire les écarts de performance entre les équipes et surtout limiter les coûts de développement d'éléments peu connus du grand public. La fédération a très récemment lancé des appels d'offres pour des boîtes de vitesse, des roues et des freins communs, mais a fait marche arrière pour les transmissions, probablement parce que les écuries de pointe mettaient beaucoup trop de pression sur la FIA pour ne pas passer à la standardisation. Parce que ces grosses équipes, évidemment, ont les moyens de développer leurs propres pièces. Aussi, il y aura un encadrement du nombre d'évolutions aérodynamiques pendant l'année. Cela signifierait que certains éléments aérodynamiques devront être homologués pour toute la saison. Donc, si par exemple vous voulez amener des changements en cours de saison, par exemple entre Monaco et Montréal, mais il faut le prévoir bien avant et il faut que ce soit accepté par la FIA. Qu'en est-il des moteurs? Ne vous attendez pas à une révolution ou une évolution pour 2021. Encore moins un retour au V10 ou au V12 qui est tant adoré par les nombreux amateurs de Formule 1. Moi-même, je suis un fan des V8, mais je préfère voir une évolution des moteurs. Ce serait même un statu quo avec le MGU-H qui serait maintenu au grand bonheur des motoristes présents, donc les Mercedes, Ferrari, Renault et Honda. Petit rappel, le MGU-H est le système de recouvrement d'énergie connecté au turbo du groupe propulseur qui va convertir l'énergie provenant des échappements en énergie électrique et ainsi distribuée dans la transmission. La durabilité des V6 turbo hybrides serait prolongée avec davantage de pièces standardisées et l'usage des bancs d'essai plus sévèrement contrôlés jusqu'en 2025 afin de passer vers un moteur beaucoup plus vert que ce que nous voyons actuellement. Toto Wolff, le patron de Mercedes, souhaiterait que la Formule 1, justement dès 2025, ait un moteur 50% hybride. Espérons-le, parce que on passe plus vers l'électrification. Mais ce dossier technique a pris du retard, en partie à cause du décès tragique et inattendu de Charlie Whiting à un jour des essais libres du Grand Prix d'Australie 2019 à la mi-mars. Whiting était quelqu'un de très impliqué dans la rédaction du règlement technique. Mais il y a aussi une autre raison. C'est parce que Mercedes ne voyait vraiment pas d'un bon œil le changement du cadre dans lequel elle s'épanouit parfaitement. Wolff, le patron de l'équipe allemande, pense que seule la stabilité permettra de resserrer à certains termes les forces. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ses homologues de Ferrari et de Red Bull sont complètement contre l'introduction de pièces standardisées.
En gros, les écuries ne sont pas d'accord parce que chacun veut son avantage pour être parmi les meilleurs, ce qui est tout à fait normal. Et c'est sans doute là le problème du plan de Liberty Media. En obtenant je veux l'avoir, des équipes, Chase Carey et Ross Brown ont du mal à imposer des choix forts et vont ils s'exposent déjà à des chantages de la part des constructeurs. Le concept India reste un modèle élaboré par les ingénieurs dans les limites acceptables par les directeurs techniques des équipes. Donc, impliquer les ingénieurs dans l'écriture du règlement fait de ces derniers des décideurs ultimes, puisque plus personne à part eux ne comprend les monoplaces actuelles. Donc, ils savent c'est quoi le problème avec la Formule 1 actuelle et comment on pourrait la modifier en matière de performance aérodynamique, moteur, etc. Passons maintenant à la gouvernance. On ne rentrera pas dans les détails, mais la gouvernance actuelle de la Formule 1 n'est pas spécialement démocratique. Aujourd'hui, des groupes de travail techniques et sportifs transmettent des recommandations au groupe stratégique qui est composé de 6 écuries, dont Mercedes, Ferrari et Red Bull, de la FIA et de Liberty Media. Si elles sont adoptées, elles sont ensuite soumises à la commission F1 où siègent toutes les écuries, la FIA, Liberty Media, ainsi que les représentants des motoristes, donc on a Mercedes, Ferrari, Renault et Honda, Pirelli, le manufacturier pneumatique, les promoteurs de Grand Prix et ainsi de suite. Et quand ce sera validé, les propositions seront enfin discutées par le Conseil mondial du sport automobile, donc la grande assemblée générale de la FIA, qui va les adopter et les rendre obligatoires. La proposition actuelle sur la table vise à réduire le nombre de représentants et à assurer que toutes les équipes soient impliquées. Donc, il n'y a personne qui va être laissé de côté. La commission F1 ne compterait ainsi plus que les... En fait, elle ne compterait ainsi plus que les écuries, la FIA et les Liberty Media. Donc, on oublie les motoristes, on oublie Pirelli, on oublie les promoteurs. Les majorités nécessaires varieraient selon l'importance des modifications, comme c'est le cas maintenant. Donc, probablement un 50 plus 1. Un 50% plus 1. Un temps menacé et souvent critiqué par les plusieurs écuries, le droit de veto de Ferrari serait maintenu sur les domaines suivants. Tout ce qui concerne la réglementation des moteurs, des finances et l'ADN de la Formule 1, qui est quelque chose à clarifier parce que c'est quelque chose de passe-partout. La Ferrari est la seule écurie à avoir participé à toutes les saisons de Formule 1, donc c'est normal qu'elle en tienne la plus grande opinion possible, donc la plus grande tribune. Par contre, au fil des ans, avec la gouvernance établie par Bernie Ecclestone dans les années 80 et par Max Mosley, qui était l'ancien président de la FIA de 93 à 2009, l'écurie avait beaucoup trop de pouvoir au sein du groupe stratégique et de la commission Formule 1. Personnellement, moi j'aurais forcé le retrait du droit de veto à la Scuderia, mais justement ce ne serait pas très démocratique de ma part. Et cela créerait un léger bordel. Passons maintenant au règlement financier, le 4e et dernier point, en gros des règlements 2021. Donc, mise en place en 1982, l'accord Concorde liant les écuries aux détenteurs des droits commerciaux, donc la Formula One Management, créée par Bernie Ecclestone, qui maintenant appartient à Liberty Media depuis 2017, ont évolué au fil du temps. Donc, tous les contrats ont évolué. La tarte financière, donc cette grande tarte, a été distribuée au mérite, selon le classement du championnat du monde des constructeurs, avec un bonus donné à Ferrari parce que, encore là, c'était la plus vieille écurie du plateau.
Or, au fur et à mesure des renouvellements et des prolongations de ces accords Concorde, la distribution financière est devenue de moins en moins équitable et ce sont les grosses équipes qui étaient largement favorisées. Si McLaren et Williams, malgré leur chute incroyable durant leur décennie, ont obtenu le statut d'équipe historique, Red Bull a eu le bon timing grâce à leurs résultats au moment de la négociation de 2013, puisque ils avaient en 2009 fini deuxième au championnat des constructeurs avant de rafler le titre des écuries de 2010 à 2013. Et d'un autre côté, il y a Mercedes et Renault qui ont fait jouer leur statut de constructeurs légitimes. Mais par conséquent, le fossé s'est creusé de plus en plus profondément entre les nantis et les équipes privées. Et ce sont les équipes privées qui sont les moins favorisées. Et on a vu au fil des ans qu'il y a des équipes qui ont disparu. Entre autres, on a vu Manor, Caterham et Hispania qui s'étaient joints à la Formule 1 en 2010, mais qui ont tout de suite vu le gouffre financier qu'ils avaient entre eux et les écuries déjà établies, puis ils n'ont tout simplement pas survécu. C'est à peu près la même chose qui s'est passé avec Force India avant que Lawrence Stroll rachète l'écurie pour devenir Racing Point. Donc, c'est sûr que quand vous avez une redistribution beaucoup moins équitable, ben, ce sont les petites équipes qui vont payer le prix, sans vouloir faire un jeu de mots. Donc, la FIA et la FOM souhaitent atténuer ce problème et ce phénomène autant que possible, et avec les pourparlers tenus à Montréal la semaine dernière, ben, en fait pendant le Grand Prix du Canada, on a vu et on a entendu dire que la FIA et la FOM envisageaient d'implanter un plafond salarial fixé à 175 millions de dollars par année. Ce serait donc une grosse réduction pour les écuries de pointe, Mercedes, Ferrari et Red Bull, dont le budget oscille évidemment autour de 500 millions de dollars par année. Mais attention, il y a toute une série de postes qui seraient exclus de toute l'enveloppe, tout le plafond salarial. Donc, on a le salaire des pilotes, tout ce qui est relié au marketing, à la communication, les coûts liés à l'administration, les ressources humaines, tout ce qui est du domaine juridique, les frais de transport du personnel, le coût de développement des moteurs, et ainsi de suite. Donc, il y aura un groupe indépendant qui serait chargé de surveiller les dépenses. Mais comment on va faire? Parce que moi, je doute qu'il va y avoir des écuries qui vont être vraiment contentes d'ouvrir leur compte comme ça. Pour dire, regardez, c'est ça qu'on dépense. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que elles vont sûrement garder un certain gap. Ils vont essayer de trouver une zone grise. Oui, c'est ça, une zone grise pour dépenser un peu plus et être au-delà des 175 millions obligatoires du plafond salarial. Et pour revenir justement à la tarte financière récoltée par Liberty Media via les nombreux revenus commerciaux, elles seront plus équitables. Donc, la redistribution sera beaucoup moins... en fait, elle sera beaucoup moins élevée pour les grosses écuries. Ben, en fait, selon le championnat, et on va redistribuer un peu plus aux petites. Et le fameux bonus historique de la Ferrari va être revu à la baisse. Ils vont quand même recevoir le boni parce qu'ils sont là depuis 1950. Mais je pense que ça va être une partie qui va être redistribuée aux autres équipes. On a fait le tour des 4 gros points des règlements 2021. Est-ce que cela ressemblera à ce que j'ai énuméré en détail? Peut-être, car selon Cyril Abiteboul, le directeur de Renault F1, les règlements sont prêts jusqu'à 90%.
Enfin, c'est ce qu'il disait en mai dernier. Peut-être que c'est moins que ça, étant donné justement le report de la publication en octobre. Mais peut-être qu'il dit vrai, hein. Mais une chose est sûre, il ne faut pas justement répéter les mêmes erreurs que lors des dernières années. Aux yeux de Toto Wolff, une telle refonte qui, justement, est nécessaire de toute façon, pourrait empêcher les grosses écuries de garder le monopole des premières positions. Bien que Mercedes continue de dominer la Formule 1 actuellement, malgré deux changements de réglementation majeurs en 2014 au niveau des moteurs et 2017 au niveau aérodynamique, on a vu que la hiérarchie avait souvent tendance à changer. Parce que à chaque fois qu'il y avait des règles, il y avait une équipe au sommet, on essayait de la faire redescendre au même niveau que les autres avec n'importe quel stratagème. Les règlements sur les groupes propulseurs, qui resteront en vigueur jusqu'en 2025, vont permettre aux motoristes de rattraper le retard avec Mercedes et Ferrari. Donc, en gros, on est en 2019, ça devrait rester, les règlements moteurs devraient rester comme ça. Donc, Renault et Honda ont jusqu'en 2025 pour être au même pied que Mercedes et Ferrari. Certains pilotes pensent que la Formule 1 devrait s'inspirer de la MotoGP, le championnat du monde de moto, pour resserrer le plateau et donner des courses aussi excitantes que celles sur deux roues. Par exemple, en MotoGP, il y a des essais privés illimités, ce qui n'est plus le cas en Formule 1 depuis une dizaine d'années. Aussi, il existe des liens entre certains manufacturiers, donc les Honda, Ducati, Suzuki et KTM, et certaines équipes indépendantes. Les indépendantes deviennent donc des cobayes pour les grosses équipes. Je dis cobayes parce que c'est plus des tests qu'ils font, certaines pièces qui sont déjà sur les indépendants, qui pourraient aller sur ce qu'on appelle dans le jargon la factory. Cette saison en Formule 1, seule Mercedes a gagné les 7 Grands Prix déjà disputés. En MotoGP, 3 équipes. Il y a Honda, grâce au toujours dominant Marc Marquez. Il y a Ducati, avec les victoires d'Andrea Dovizioso au Qatar et de Danilo Petrucci en Italie il y a quelques semaines. Et de Suzuki, avec le triomphe d'Alex Rins à Austin aux États-Unis en avril. Remarquez qu'il y a toujours de l'action en MotoGP, même si Marquez a gagné 4 des 7 courses en 2019 et qu'il gagne des courses avec 2, 4, 6, 8, 10. Il a même gagné une course en Argentine avec 12 secondes d'avance sur Valentino Rossi cette année. Mais tout cela est dû au fait que la Fédération internationale du motocyclisme, la FIM, a introduit en 2016 le ECU, un programmeur électrique standardisé pour éviter que les gros manufacturiers trouvent des avantages concluants dans le but de battre à plate couture leurs rivaux. En gros, à l'inverse de la Formule 1, la MotoGP favorise les plus petites écuries grâce à un système de concession. Enfin, c'est surtout le côté financier qui règne. Le report de la réglementation de 2021 est une bonne chose, comme ça tout le monde pourra trouver le juste milieu, afin que toutes les écuries puissent compétitionner dans un monde équilibré. Donc, il faut attendre à la fin du mois d'octobre pour avoir une idée des prochains règlements majeurs de 2021. Est-ce que cela sera majeur? Je l'espère. Est-ce qu'on aura d'autres trucs qui vont se rajouter à ce que j'ai énuméré? Je l'espère. Mais soyons patients, attendons entre octobre et décembre 2019. Et pour terminer cet épisode, oui, je sais, ça va être relativement court. Il ne faut pas passer sous silence l'événement de la fin de semaine. C'était les 24 heures du Mans. C'était la célèbre course qui avait lieu cette fin de semaine. Et c'était la dernière ronde de la saison 2018-2019 du championnat du monde d'endurance de la FIA. Et c'est la Toyota numéro 8, conduite par Kazuki Nakajima,
Sébastien Buemi et un pilote que je connais probablement du nom de Fernando Alonso qui a remporté la course. La voiture numéro 8 a profité de la crevaison de l'autre Toyota, la 7, qui est conduite par José María López, Kamui Kobayashi et Mike Conway, dans la dernière heure de la course pour mener l'épreuve. Du même coup, le trio Buemi-Alonso-Nakajima conserve sa couronne de champion des 24 heures du Mans, puisqu'il l'avait remporté en 2018, mais le trio devient champion du monde de la saison 2018-2019. Donc pour Fernando Alonso, il s'agit d'un premier titre majeur depuis qu'il a remporté son deuxième championnat du monde, championnat des pilotes de Formule 1 en 2006. Ça faisait un petit bout. Et c'est aussi une belle façon pour l'Espagnol de quitter Toyota, étant donné qu'il sera remplacé par Brandon Hartley pour la saison prochaine. Hartley, actuellement, est un pilote de développement chez Ferrari avec Pascal Wehrlein. Donc, la Toyota numéro 7 termine deuxième des 24 heures du Mans 2019 et SMP Racing complète le podium grâce à une belle conduite de Stoffel Vandoorne qui aura été derrière le volant de la SMP Racing pendant une grande partie des 24 heures. À noter qu'à défaut de ne pas gagner en Formule 1 cette année, Ferrari pourra au moins se vanter d'avoir gagné en classe LMGTE Pro devant les Porsche et les Ford qui quittent le championnat du monde d'endurance après ces 24 heures du Mans. Outre Fernando Alonso, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Kamui Kobayashi et Stoffel Vandoorne ont retrouvé d'autres anciens pilotes de F1 sur le circuit de la Sarthe. Il y avait André Lotterer, Bruno Senna, Vitaly Petrov, Sergei Sirotkin, Stéphane Sarrazin, Paul Di Resta, Will Stevens, Jean-Éric Vergne, Guido van der Garde, ou Bantergarde parce qu'il fait des bonnes blagues, Anthony Davidson, le Lord Pastor Maldonado, Gian Maria Bruni, Sébastien Bourdet, Giancarlo Fisichella, Olivier Beretta, Pedro Lamy et Jan Magnussen, le père de Kevin. D'ailleurs, Kevin Magnussen a dit que Haas le laisserait participer aux 24 heures du Mans aux côtés de son père qui conduit une Corvette si l'opportunité se présentait. La saison 2019-2020 débutera en Angleterre, pour les 4 heures de Silverstone le 1er septembre et elle se terminera traditionnellement au Mans les 13 et 14 juin 2020. Si vous vous tannez un peu de la Formule 1 parce que vous trouvez qu'il y a un peu trop de processions, que ce sont toujours les mêmes qui gagnent, ben oui, en endurance, c'est toujours Toyota qui gagne, mais allez voir les autres catégories, par exemple en LMP2, dans les catégories GT, par exemple les pros et amateurs aussi, il y a toujours de belles batailles, autres qu'en LMP1 où c'est tout le temps les mêmes. Puis en plus, c'est beaucoup plus excitant qu'en Formule 1. C'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je reviendrai, avec Brian Ouimet, sur le Grand Prix de France, au circuit de Paul Ricard, ainsi que sur les courses de soutien Formule 2 et Formule 3 dans le cadre du segment En route vers la Formule 1. En espérant que le Grand Prix de France soit pas terni par un yeet ou un accrochage au départ, mais aussi par un trafic monstre en allant sur le circuit comme l'année dernière. Parce que pour le retour de la Formule 1 en France, ce fut compliqué pour plusieurs spectateurs d'aller sur le circuit parce que ça crée un bouchon monstre de, je pense, 1 heure, 2 heures, tout dépendamment. Et j'espère que l'organisation du Grand Prix de France, dirigée par l'ex-patron de McLaren, Éric Boulier, a fait le travail nécessaire. Donc, on reviendra sur le Grand Prix de France en long et en large, ainsi que sur leur course de soutien.
Alors, la balado-diffusion est disponible sur bulletinf1.com, notre site web officiel, sur Balado Québec et sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, le bulletin F1, LEBU2LETIN F1, et sur notre page Facebook, facebook.com/bulletin F1. À chaque semaine, nous mettons les articles et les avant-courses, les bulletins de notes, avec un partage aussi de quelques nouvelles de l'actualité de la Formule 1, avec quelques chroniques aussi, tout dépendamment du sujet. Alors, c'était votre animateur Abdoussal, et on se retrouve la semaine prochaine pour le 10e épisode, déjà, du Bulletin F1. Yeah! À la semaine prochaine tout le monde, et profitez de cette belle semaine où que vous soyez. Allez, salut!